Alors, à nouveau, bienvenue dans cet après-midi de ce colloque où nous allons avoir un après-midi très, très riche et très intéressant. Donc, je suis Christine Chalunatal-Morin, je suis sage-femme, acupunctrice, hypnothérapeute et docteur en psychologie. Et donc, je suis chargée d'être discutante pour cet après-midi et de vous présenter les différents intervenants. Donc, voici Léo Roviou-Dupont qui va intervenir sur la question d'être présent à son intuition. OK, ouais, impeccable. Bon, bonjour à tous. Merci Christine pour la présentation. Merci Antoine pour l'organisation du colloque. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler de cette question de l'intuition sur laquelle je travaille depuis plus de 3 ans maintenant en thèse. C'est toujours pas terminé, mais ça va venir. Et notamment sur cette question du lien entre la présence et l'intuition. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est simplement à retenir le titre de la présentation parce qu'à elle seule, elle résume plutôt assez bien tout le sens de l'intervention. L'intervention, elle va se passer en 3 temps. Un premier temps, on va un peu clarifier cette notion d'intuition. Cette clarification, elle me paraît nécessaire parce que quand on parle d'intuition, on a énormément de sens différents qui peuvent, j'ai envie de dire, sortir de ces définitions. Et le principe, c'est de pouvoir avoir une clarification qui permet de pouvoir un peu savoir de quoi on parle. Ensuite, un deuxième temps où je vais venir vous parler des liens entre intuition et trans, entrée. Donc un deuxième temps où je vais venir vous parler des liens entre intuition et trans, et je vais vous présenter notamment les résultats préliminaires d'une recherche quantitative qu'on mène au sein du laboratoire avec Antoine et les autres membres associés. Et puis enfin, un troisième temps où on va, j'ai envie de dire, s'intéresser à comment favoriser l'accès à l'intuition, où on va utiliser un regard phénoménologique et notamment l'étude de Petit Mangin, qui est une étude de thèse de doctorat qui a été faite dans les années 2000, un peu avant, et qui est vraiment essentielle et intéressante pour comprendre ce lien entre la présence et l'intuition. OK. Donc on commence. L'intuition ou les intuitions, quelques éléments de clarification. Alors, je suis désolé. Parfois, le diapo marche, parfois, il ne marche pas. C'est bon. Donc, l'intuition, il y a plus de 74 définitions différentes qui ont été recensées déjà en 2011. Et c'est donc vraiment à comprendre comme un terme, ou plutôt c'est un terme qui est vraiment à comprendre de différentes manières. Entre 2011 et 2022, il y a encore plus de publications qui ont été publiées. Donc, on peut être à peu près sûr que le nombre de définitions a augmenté également. Et donc, pour pouvoir s'intéresser à l'intuition, j'ai envie de dire, on va pouvoir faire appel à ce qu'on va nommer un consensus phénoménologique, c'est-à-dire à partir de l'expérience de la personne, où l'intuition, elle va être considérée comme le fait que la personne sait simplement quelque chose qu'elle doit savoir, sans savoir comment elle le sait. Et puis, bien sûr, vous vous en doutez, c'est à propos de ce savoir sans savoir comment on sait qu'il va y avoir des différences qui vont se mettre en place, des différences de sens, des différences d'explication. Et de notre côté, on a recensé, j'ai envie de dire, 2 grandes perspectives qui vont pouvoir être différenciées, où dans un côté, on va pouvoir entendre l'intuition dans une perspective plus cognitive, où l'intuition va être considérée comme un traitement inconscient de l'information, et puis de l'autre, une dimension non locale, où là, l'intuition va faire référence plus à ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles. Mais on va revenir en détail juste après. Alors, l'intuition cognitive. Une définition pour avoir, j'ai envie de dire, une chose un peu précise. L'intuition cognitive, elle peut se définir comme un sentiment de connaissance basé sur un traitement inconscient de l'information. Cette intuition cognitive, elle est étudiée dans le cadre des théories du double processus. Ces théories du double processus, qu'est-ce qu'elles postulent comme idée? Elles postulent l'idée que en chacun de nous, on a 2 modes de raisonnement différents qui coexistent, qui sont complémentaires l'un de l'autre, mais aussi indépendants. Et ces 2 modes de raisonnement, c'est le système 1 intuitif d'un côté et le système 2 logique de l'autre. Une illustration pour que vous puissiez vous représenter. Le système 1 intuitif, c'est par exemple
ce jugement qu'on va avoir quand on rencontre une personne pour la première fois et qu'au bout de 5 minutes après cette rencontre, on va pouvoir arriver à la conclusion qu'on peut plutôt lui faire confiance ou au contraire qu'on doit plutôt s'en méfier. Eh bien, l'idée, c'est de dire que ce système 1, c'est cette partie de nous qui va observer dans le détail la manière dont la personne est habillée, la manière dont elle s'exprime et qui va amener à une forme de conclusion. La conclusion peut être fausse, hein, ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ça amène une forme de conclusion sans savoir comment on est arrivé à cette conclusion. Le système 2, logique, lui, c'est plutôt ce qui fait référence à un traitement analytique de l'information. Et là, l'exemple typique, c'est quand on était au collège ou au lycée et qu'on posait un problème de mathématiques étape par étape et qu'on cherchait à le résoudre pour arriver à la solution recherchée. On est donc dans le cadre de ces théories du double processus. On s'intéresse plutôt au système 1 intuitif. Et dans ce système 1 intuitif, on va avoir la différence entre, d'un côté, l'intuition inférentielle, de l'autre, l'intuition holistique. Cette différence entre les deux types d'intuition, elle s'explique par le fait que ce ne sont pas les mêmes mécanismes cognitifs qui vont être mis en jeu. L'intuition inférentielle, d'un premier abord, elle est vraiment à entendre comme une forme d'automatisme, une analyse qui est figée dans l'habitude. En fait, le regard de l'expert, le médecin chevronné, donc là, c'est un exemple aussi hein, pour que vous puissiez vous l'illustrer concrètement, pour qu'on sorte un peu du conceptuel. Mais donc, c'est ce médecin qui rencontre un patient pour la première fois et qui va très rapidement arriver à une hypothèse diagnostique qui va pouvoir aller vérifier. Et l'hypothèse diagnostique est vraie. Et l'idée, c'est de dire que cette intuition inférentielle, c'est comme, en quelque sorte, une forme d'analyse que le médecin a répétée qu'il a répété beaucoup et beaucoup et beaucoup de fois, jusqu'à ce que ça devienne une forme d'automatisme mental. L'intuition holistique, elle est à se comprendre comme une forme de vision globale, une forme de créativité, où le tout est plus que la somme des parties. Et donc là, un exemple aussi pour l'illustrer, la question de l'Eureka, donc c'est ce scientifique qui travaille sur un théorème et qui a du mal à le résoudre, a du mal à trouver la solution, qui va travailler dessus pendant 1 semaine, 2 semaines. Et puis, un soir, il rentre chez lui, il fait à manger, bon, il va se doucher, s'il se douche le soir, il va se coucher, et puis dans la nuit, il va avoir l'éclair de génie et il va trouver la solution. Il va trouver la solution, mais par contre, il n'aura pas les étapes qui lui ont permis d'arriver jusqu'à cette intuition. Eh bien, c'est à ça que fait référence l'intuition holistique. Donc, on a présenté l'intuition cognitive, et maintenant, intéressons-nous à l'intuition non locale. Donc, l'intuition non locale, c'est une manière de savoir par appréhension immédiate, c'est-à-dire sans les contraintes habituelles de l'espace ou du temps et sans l'intermédiaire des sens ordinaires. Un point qui est important pour moi à préciser, et c'est pour ça que je l'ai mis sur le diapo, c'est qu'il y a une absence de consensus scientifique à propos de l'existence du phénomène. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est des débats méthodologiques, épistémologiques qui sont vraiment intéressants, mais qui, j'ai envie de dire, pourraient prendre le cadre d'une conférence tout entière, voire même d'un cours, et même plus encore. Mais c'est simplement pour l'avoir à l'esprit. Cette intuition non locale, elle fait référence aux théories de la parapsychologie, c'est-à-dire la branche de la psychologie qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Et l'intuition non locale, ça va être en fait un terme assez générique qui va venir regrouper d'autres termes qu'on connaît plus, j'ai envie de dire, dans le grand public, qui sont la télépathie, le fait de communiquer d'une conscience à une autre sans l'utilisation de moyens, j'ai envie de dire, verbaux ou paraverbaux. La clairvoyance, ça c'est le fait de pouvoir voir à distance. Et puis la précognition, ça c'est cette capacité à pouvoir anticiper l'avenir. On a donc ces différents phénomènes et les parapsychologues en sont venus à poser des hypothèses théoriques sur comment est-ce que cette intuition non locale, elle fonctionne. Et leur conclusion, ou plutôt leur hypothèse, pour ne pas dire les conclusions, c'est que c'est un phénomène commun à tous les êtres vivants, c'est-à-dire que l'intuition non locale se retrouve chez chacun d'entre nous, voire même chez les animaux. On en parlera peut-être juste après avec la conférence de Marie-Carmen. Cette intuition non locale, elle s'intègre au fonctionnement psychologique ordinaire, essentiellement à un niveau inconscient, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient faire concurrence aux théories et aux modélisations qui sont plus connues dans les sciences cognitives plus ordinaires, j'ai envie de dire. Et quand on dit que c'est essentiellement à un niveau inconscient, si on reprend un peu cette théorie du double processus dont je vous présentais, dont je vous parlais juste avant, c'est plutôt au niveau du système 1 intuitif que l'intuition non locale va arriver. Et c'est dans une logique d'adaptation aux événements de la vie.
Partons maintenant sur, j'ai envie de dire, un peu de recherche. Donc, on va vous présenter une recherche qu'on mène, donc, qui est préliminaire. Hein, on n'a pas encore publié les résultats, ça va être le but. Et bien sûr, la méthodologie que je vous présente là maintenant, c'est qu'une partie de toute la méthodologie qu'on a utilisée dans le travail de thèse. Dans cette méthodologie, on a 3 niveaux de questions. Une première question sur la pratique d'une discipline de trans ou non, avec la question « Pratiquez-vous pour vous-même une ou des disciplines en lien avec la trans, les états de conscience modifiés comme l'auto-hypnose, la méditation de pleine conscience, le yoga ?» Et les réponses étaient soit oui, soit non. Ensuite, un deuxième questionnaire qu'on a utilisé, qui est l'échelle expérientielle du REI, qui, en tout cas dans la manière dont on l'a utilisé, sont 20 items sur la tendance et la confiance dans l'utilisation de l'intuition cognitive. Et je vous donne 2 exemples d'items pour que vous puissiez vous illustrer ce que ça veut dire. Mais donc, par exemple, les gens devaient coter de 1 à 5, je suis tout à fait d'accord ou je ne suis pas du tout d'accord, avec bien sûr des nuances entre les 2 extrêmes. J'aime me laisser guider par mes impressions intuitives. Ou pour un deuxième item, l'intuition peut être un moyen très utile pour résoudre des problèmes. Et enfin, un troisième niveau de questionnaire, le questionnaire des expériences anomales, avec une échelle sur les perceptions extrasensorielles, où là, on a sélectionné 7 items sur le fait d'avoir vécu une expérience d'intuition non locale, avec une réponse en oui ou en non. Et là aussi, 2 exemples d'items. J'ai prédit avec précision un événement futur alors que je ne pouvais pas savoir qu'il allait se produire. Et puis, un deuxième item, j'ai fait un rêve à propos de quelque chose que j'ignorais auparavant. Et par la suite, le rêve s'est avéré exact. Les résultats préliminaires, donc notre échantillon, il est composé de 895 personnes, avec bien sûr après les critères d'inclusion et d'exclusion. Et donc on a fait simplement une comparaison de moyenne, hein, et je vais vous décrire un peu les colonnes du tableau. Donc au niveau du questionnaire, le REI, je vous le rappelle, ça renvoie à la question de l'intuition cognitive, le SAE à la question de l'intuition non locale. Score min-max, c'est juste pour que vous puissiez vous représenter dans quel ordre de grandeur on est. Et puis, donc, on a le groupe trans avec 662 participants et le groupe non trans avec 233 participants. Le groupe trans, ce sont en quelque sorte les participants qui ont répondu oui à la question « Pratiquez-vous une discipline de trans pour vous-même ?» Et ce que nous montrent les résultats, c'est que entre le groupe trans et le groupe non trans, les scores sont significativement supérieurs en moyenne à chaque fois pour le groupe trans. Significativement à P001, c'est du jargon statistique, mais c'est plutôt bon signe quand on fait des stats. Et puis avec des tailles d'effet à 0,52 et 0,33, qui là aussi est du jargon statistique, mais qui sont des tailles d'effet qu'on va dire modérées. Et c'est plutôt aussi bon signe quand on s'intéresse au lien entre 2 phénomènes, ce qui est plutôt l'idée qu'il y a quelque chose à aller creuser, à aller détailler. Donc, comment favoriser l'accès à l'intuition? On va donc utiliser un regard phénoménologique et notamment l'étude de Petit-Mangin. Donc, Petit-Mangin, elle a travaillé, ce que je vous disais, sur des entretiens où elle a demandé à des personnes de raconter leur expérience intuitive et elle a analysé, donc c'est une vingtaine d'entretiens, hein, et son livre, vous pouvez le retrouver, je pense, facilement sur les sites qui vendent des livres d'occasion, qui est vraiment super intéressant. Et donc, elle a demandé aux personnes de raconter leur expérience intuitive. Et puis, elle est allée chercher, en quelque sorte, des similarités entre les discours pour voir un peu ce qui ressortait. Et donc, ce qu'elle en a ressorti, Petit-Mangin, c'est que l'expérience intuitive, elle possède des similarités donc, chez les individus. Et ça lui a permis de modéliser une forme de structure générique, une forme de processus qui permet d'arriver à l'intuition. Et donc, ce processus, il passe par 3 étapes pour arriver à la 4e, qui est celle de l'état intuitif. D'abord, une étape de lâcher prise qui est caractérisée par des gestes de lâcher prise, donc où la personne va pouvoir modifier son état de vigilance, son état de conscience vigilant habituel, par exemple en faisant un travail d'ancrage ou un travail de respiration, des gestes de connexion où la personne va pouvoir poser une intention consciente d'accéder à l'intuition en se centrant sur la cible. Donc, si c'est par exemple un psychothérapeute, c'est de se centrer sur son patient. Si c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la recherche, c'est de se centrer sur sa question de recherche. Et puis enfin, des gestes d'écoute qui consistent à accueillir l'intuition en se centrant sur soi et notamment sur le sensoriel, sur ce que l'on ressent dans son corps. Et ce que nous dit Petit-Mangin, c'est que ces gestes sont une manière d'affiner sa présence à soi et à son environnement
pour favoriser l'émergence d'un état intuitif. Les conclusions de Petit-Mangin, ou en tout cas, moi, les conclusions que j'ai tirées de la lecture de l'ouvrage de Petit-Mangin, c'est déjà à propos de l'intuition en elle-même. C'est d'abord le fait que l'intuition, c'est une expérience qui mobilise l'être dans son entièreté, dans sa dimension intellectuelle, comme dans ses dimensions sensorielles et émotionnelles. L'idée aussi, c'est de dire que l'intuition, elle n'est pas toujours immédiate, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on fait une expérience intuitive, on a accès à l'intuition et on a le sentiment que c'est immédiat puisque c'est le moment où on en prend conscience, mais que ce que nous dit Petit-Mangin, et on va voir ça dans la question du processus, c'est quelque chose qui prend plus de temps, il y a tout un travail de maturation. Et puis surtout, en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est cette idée que l'intuition perd son caractère exceptionnel, c'est-à-dire que l'exception, ce n'est pas l'intuition, mais la prise de conscience de la sensation intuitive. Et donc, ce que nous dit Petit-Mangin, c'est qu'en fait, l'intuition, ou plutôt les intuitions, elles sont là en continu, mais que ce qui va différencier les personnes qui se disent intuitives de celles qui ne, j'ai envie de dire, qui se décrivent comme pas forcément intuitives, ça va être l'attention qu'elles peuvent porter à cette sensation intuitive, l'attention qu'elles peuvent porter à ces sensations corporelles. Et à propos du processus intuitif, ce que nous dit Petit-Mangin, c'est que c'est un long processus de maturation pour que l'information puisse apparaître à la conscience, que l'utilisation intentionnelle de gestes intérieurs, ces gestes de lâcher prise, de connexion, d'écoute que je vous ai décrits, vont permettre de favoriser ce processus de prise de conscience et que cette prise de conscience, elle se caractérise par l'émergence d'un état intuitif, qu'on pourrait pratiquement dire un état de conscience modifié en lui-même, un état de conscience pleinement centré sur la présence de l'intuition à l'intérieur de soi. Et donc, en conclusion, si je pouvais résumer un peu tout ce que j'ai dit et puis vous proposer j'ai envie de dire une synthèse de ce temps, l'idée, c'est de partir du principe que l'individu il est pris dans une masse d'informations au quotidien et qu'il y a beaucoup de phénomènes cognitifs, émotionnels, sensoriels qui passent en dehors d'une expérience attentionnelle, consciente et vigilante au quotidien. Et l'idée, c'est que l'utilisation intentionnelle d'un état de conscience modifié va permettre un accès plus fluide et explicite au processus interne et non conscient, et donc à l'intuition par... Et donc là, c'est trois grands points qu'on a regroupés, mais le principe, c'est sans doute qu'on va en découvrir d'autres, et c'est le but de cette thèse. D'abord, une isolation des bruits extérieurs et mentaux, c'est-à-dire que le fait de modifier son état de conscience va pouvoir permettre un accès, j'ai envie de dire, plus vigilant à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, cette isolation des bruits extérieurs et mentaux est permise par une attention maintenue et centrée sur l'expérience vécue au moment présent et, au final, par un retour au corps et à la sensorialité. Et donc, je vais terminer simplement avec cette forme d'évidence, mais qui me semble importante à pouvoir répéter, ou plutôt à pouvoir dire, c'est que pour favoriser le contact avec son intuition, il est nécessaire de s'y intéresser, et c'est donc en étant présent à son intuition qu'elle devient présente à soi. Merci de votre attention. Merci beaucoup Léo pour cette présentation très claire, très, très structurée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, moi, j'en ai une. Ah, Merci beaucoup Léo pour cette très belle présentation. J'ai une question à te poser. Comment expliques-tu une taille d'effet, si tu l'expliques, une taille d'effet moindre sur la mesure de l'intuition, je ne me mélange pas les pinceaux, non locale versus cognitive dans les deux groupes? Je vais l'expliquer plutôt sur un abord méthodologique, c'est-à-dire que les questionnaires qui ont été utilisés, celui du REI en tout cas a une structure qui a été validée, là où celui du SAE, c'est quelque chose qu'on a un peu construit par nous-mêmes, ou en tout cas qu'on a extrait d'un questionnaire qui était en anglais, qu'on a traduit nous-mêmes. Donc je pense qu'au niveau de la validité de l'outil, le REI a une meilleure structure interne qui permet de mesurer vraiment avec plus d'assurance le phénomène qu'on cherche à étudier, là où le SAE est plus une forme de bricolage, et je pense que ça peut avoir des répercussions sur la question de cette différence de moyenne, ou en tout cas cette différence pardon, de taille d'effet. Après, peut-être aussi que si on se réfère plus à un niveau théorique et où on considère l'intuition non locale comme un phénomène qui existe, peut-être aussi que
cette intuition non locale, elle est plus faible, en tout cas, elle envoie un signal qui est plus faible que l'intuition cognitive. Et donc, il y a une différence qui, en quelque sorte, peut être plus dure à trouver, ou en tout cas, ça peut être plus difficile de l'identifier, cette intuition non locale. Alors Léo, on sait que cette question de l'intuition non locale est un sujet assez sensible. Comment tu testes, comment testes expérimentalement ces phénomènes d'intuition locale? Ok, merci Christine. L'intuition, donc, tu as raison, c'est un sujet qui est sensible. Et ce qui va être mis en place dans les laboratoires, c'est des procédures qui permettent en quelque sorte de pouvoir s'assurer que l'information, ou plutôt les résultats au test, ne sont pas obtenus par d'autres moyens que le fait d'utiliser son intuition non locale. Et donc, les expérimentations qui vont être mises en place vont chercher vraiment à pouvoir mettre la personne en aveugle. Et un exemple typique, c'est l'expérimentation de Daryl Bain qui a été faite et qui avait fait grand bruit quand ça avait été sorti et publié, où on avait en quelque sorte, je dis on, mais ce n'était pas moi, où Daryl Bain avait proposé à des personnes de pouvoir identifier, donc il y avait 2 rideaux, et l'idée c'était de proposer aux personnes de deviner derrière quel rideau il y allait y avoir une image. Et globalement, on peut se dire qu'il y a une chance sur 2. Il n'y avait aucun indice, aucun indice qui permettait de dire si c'était tel rideau ou tel rideau qui cachait l'image. Et globalement, si on fait répéter l'expérience de manière directe, etc., on arrive à une chance sur 2 de trouver la bonne solution. Et ce que Daryl Bain m'a montré, c'est que globalement, quand il y avait des images, et plus particulièrement des images érotiques, mais on ne rentrera pas dans le détail de ces considérations théoriques, mais quand il y a des images érotiques, il y a la possibilité, si on répète l'expérience un grand nombre de fois, que le résultat soit le plus souvent une solution où la personne clique sur le bon rideau, c'est-à-dire celui qui cache l'image érotique. Et le score, il est de 53%, si je ne me trompe pas, plutôt que de 50% des 2 côtés.